futur du diabète. Le traitement futur du diabète entre espoir et désillusion. En effet, le diabète est un fléau de la santé publique. Il engendre des complications graves. Son incidence est en augmentation permanente. On a diverses thérapeutiques actuellement avec un grand choix aux praticiens. Le praticien il est devant plusieurs contraintes, notamment la comorbidité, les hypoglycémies, la prise de poids et les interactions médicamenteuses. C'est pour ça qu'on est toujours en train de chercher à développer de nouvelles thérapeutiques. Un traitement futur, ça doit être un traitement qui est parfait, le traitement idéal. Le traitement idéal, il a 3 concepts. C'est d'abord un traitement hypoglycémio-intensif qui a une action précoce, un traitement qui peut mimer un profil physiologique, et c'est un traitement qui a une sécurité minimum avec un minimum de risques et d'effets secondaires. On va commencer par traiter les traitements antidiabétiques en dehors de l'insuline. Actuellement, en 2015, on a plusieurs thérapeutiques qui sont disponibles. Les plus anciens, la metformine et les sulfamides. On a les inhibiteurs de DPP4, les analogues de GLP1 et tout récemment les SGLT2. Le traitement de l'avenir, on a de toutes les couleurs. On a des thérapies à base d'incrétine, des molécules agissant sur l'insulinosécrétion, des molécules agissant sur l'insulinorésistance, les inhibiteurs du cotransport sodium-glucose et les agonistes de glucagon. On va commencer par traiter les thérapies à base d'incrétine. Pour les thérapies à base d'incrétine, l'avenir va nous ramener des pompes miniatures avec des formes hebdomadaires de GLP1 et des formes orales de GLP1 et des formes hebdomadaires également de DPP4. Pour la pompe miniature qui va délivrer en continu les agonistes de GLP1, il s'agit d'un implant sous-cutané qui va être implanté par procédure chirurgicale. Comme vous voyez sur l'image, c'est tout un petit implant. Ce petit implant il est attaché à une mini-pompe osmotique qui va délivrer l'exénatide, et ceci sur plusieurs mois. Cette pompe miniature va voir le jour en 2018 par le laboratoire Servier. Sinon, on a également une forme hebdomadaire de GLP1, ce qu'on appelle le sémaglutide. C'est un analogue de GLP1 de très longue durée d'action, demi-vie de 160 heures. Sur une étude, on a une baisse de l'HbA1c avec la sémaglutide de 1,45 et 1,69 avec 0,8 et 1,6 mg versus 1,18 et 1,34 avec la liraglutide à 1,2 et 1,8. Les troubles digestifs sont modérés, mais ils sont améliorés par une titration progressive. L'arrêt de traitement par troubles gastro-intestinaux est de 14 à 27% avec la sémaglutide à 0,8 et 1,6 versus 2,2 et 10% avec liraglutide à 1,2 et 1,8. Sinon, on n'a pas retrouvé de cas de pancréatite, ni troubles thyroïdiens, ni d'hypoglycémie majeure. La forme hebdomadaire des inhibiteurs de DPP4, c'est l'hémagliptine, c'est toujours en cours d'essai. Et également pour la forme orale des analogues de GLP1, c'est toujours en cours de développement. Pour les molécules agissant sur l'insulinosécrétion, on a les activateurs de glycokinase, les agonistes GPR40, GPR119 et GPR120 et des agonistes de récepteurs à l'insuline. Pour les activateurs de glycokinase, comme vous savez, la glucokinase est une enzyme clé de l'homéostasie glycidique. L'activateur de glucokinase est actuellement en cours d'essai clinique. Il induit une augmentation de la tolérance au glucose et une meilleure production d'insuline. Il permet la stimulation de l'emploi du glucose dans le foie. La dernière molécule en cours d'essai est la EMG 151. Pour les agonistes de GPR40, la GPR40 elle est exprimée par les cellules pancréatiques et intestinales. Elle est activée par les acides gras à longue chaîne. Elle a plusieurs actions. Elle permet la sécrétion de GLP1, la sécrétion d'insuline et elle inhibe la sécrétion du glucagon. L'agoniste de GRP1, c'est le YHHU. Les données expérimentales chez les rats permettent un contrôle glycémique et un contrôle du bilan métabolique. Ils permettent également une réduction pondérale et une amélioration de la fonction des cellules bêta. On a également un nouvel agoniste oral des récepteurs d'insuline qui sera bientôt retrouvé. C'est le 4548G05. C'est un produit c'est un métabolite du champignon. Il a un effet agoniste sur le récepteur de l'insuline. Les données expérimentales, c'est un produit qui a été prescrit par voie orale. Il a un effet hypoglycémiant essentiellement sur la glycémie à jeun, sans modification de l'appétit et sans modification du poids. Après les molécules agissant sur l'insulinosécrétion, on arrive aux molécules agissant sur l'insulinorésistance. C'est les analogues de FGF21, les analogues d'adipokine, notamment les analogues de leptine, et les inhibiteurs de Ang-bêta-HSD1 qui vont agir sur le cycle de cortisol. Pour les analogues de FGF21, le FGF21, c'est un peptide qui est produit par le foie, le tissu adipeux et le pancréas. Il a plusieurs rôles. Il permet d'augmenter la sensibilité à l'insuline, inhibe la production du glucagon, réduit la lipogénèse hépatique et l'activation du tissu adipeux brun. Les analogues de FG1 sont des molécules récemment découvertes dans le traitement du diabète et également de l'obésité. Le LY est une variante du FGF21. Pour les agonistes de l'interleukine,
L'interleukine 1 est un cytokine pro-inflammatoire. La réponse inflammatoire est incriminée dans l'inhibition de la sécrétion d'insuline. Les données expérimentales, l'inhibition de l'interleukine dans le diabète de type 1 récent ne ralentit pas le déclin de la fonction cellulaire. Par contre, au stade de diabète avéré, l'inhibition de l'interleukine 1 pourrait avoir un effet bénéfique en limitant l'inflammation locale. Elle permet la réduction de l'HbA1c et des besoins cliniques. C'est une nouvelle voie de recherche qui s'annonce, le fait de cibler l'état inflammatoire au début de l'inflammation, au début du diabète. Puis on arrive aux inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose. On a actuellement les SGLT2. Comme les inhibiteurs de SGLT2, ils ont également une action glucosurique. Il s'agit de la sotagliflozine. C'est un inhibiteur double de la SGLT1 et 2. Il est actuellement à la phase 3 de l'essai clinique. On a les inhibiteurs de la SGLT1 qui diminuent l'absorption du glucose. L'inhibiteur de SGLT1 il est actuellement à la phase 1. Il est un peu limité par les effets indésirables. Puis on arrive aux antagonistes du glucagon. Chez les animaux, la suppression de l'expression des récepteurs du glucagon permet de réduire la glycémie. Les études cliniques montrent une réduction de l'HbA1c jusqu'à 1,5% et ils ont parfois des effets indésirables, notamment sur le plan hépatique et le bilan lipidique. On retrouve ici un tableau récapitulatif des traitements qui sont actuellement disponibles et de l'autre côté, les traitements futurs possibles avec leurs différents sites d'action. Après avoir parlé des traitements antidiabétiques en dehors de l'insuline, on arrive actuellement à l'insuline. L'insuline, c'est un traitement qui nécessite beaucoup d'outils, c'est un traitement qui complique la vie du patient. Au fil du temps, on a vu apparaître plusieurs types d'insuline. La dernière, c'est l'insuline inhalée qui est apparue en 2015. Le futur nous cache plusieurs autres types d'insuline en arrivant à la smart insuline, l'insuline intelligente. Voilà, on retrouve ici les différents types. On va retrouver dans le futur de nouveaux analogues d'insuline qui vont apparaître, des formes plus concentrées d'insuline, concentrées à 200 unités et 500 unités, de nouvelles formes d'administration. Après la voie inhalée, on va avoir l'insuline orale et l'insuline cutanée. Et enfin, l'insuline intelligente, la smart insuline, dont l'efficacité d'action varie en fonction de la concentration du glucose. On retrouve ici un schéma qui montre les différentes voies d'administration d'insuline, la voie orale, la voie transdermique, la voie inhalée. La concentration de l'insuline administrée est variable en fonction du site de l'administration. L'insuline orale, il y a une étude israélienne qui est en cours actuellement. Puis on a également l'insuline en spray liquide et l'insuline transdermique patch. On n'a pas de preuve d'efficacité ni d'innocuité jusqu'à présent, mais on est plus vers l'innocuité. Ici, on retrouve des tableaux qui vont récapituler tous les insulines du futur qu'on va voir. Il y a de l'insuline ultra rapide qui est actuellement à la phase 3 d'essai clinique, qui sera probablement disponible en 2016. Une basale à longue durée d'action qui est toujours à la phase 1. Le laboratoire Lilly qui est en train d'étudier actuellement l'association des SGLT2 avec l'insuline pour le traitement du diabète de type 1, qui sont actuellement à la phase 3 de l'étude. Autre insuline ultra rapide. Également l'association, la Lixilon, l'association de glargine et GLP1 qui est prévue pour août 2016. Elle est actuellement à la phase 3 de l'essai clinique. On a une nouvelle Lispro, les thérapies de substitution des cellules bêta, une insuline ultra rapide, les insulines mixtes, Lantus et Humalog, autre insuline ultra rapide. Enfin, on a une nouvelle insuline orale, plusieurs génériques qui vont apparaître, les génériques glargine, les génériques Lispro et les génériques Aspart. Et enfin, l'insuline Smart, l'insuline sensible au niveau du glucose dans le plasma. Elle est actuellement à la phase 1 de l'essai clinique. Elle est prévue en fait pour 2021. Si on parle d'insuline, on doit parler du glucagon. Le laboratoire Lilly est en train de développer le leucémia. C'est le glucagon 3 mg en poudre. Il est à usage intranasal en cas d'hypoglycémie. L'étude est actuellement à la phase 3 de l'essai clinique. Après avoir parlé des différents types d'insuline, on va parler rapidement des pompes à insuline. Les pompes à insuline, voilà un tableau qui récapitule les différentes pompes qui sont disponibles actuellement en 2015. Au Maroc, c'est essentiellement les Medtronic. On a la pompe automatique Medtronic Millimed 670. Elle a un capteur de glycémie capillaire qui est intégré à la pompe. L'essai clinique montre que 80% des patients avec cette pompe, ils passent la nuit entre 0,7 et 1,8 mg de glycémie. Et on a 83% moins d'hypoglycémie. Elle est prévue aux États-Unis pour 2017 et au niveau international pour 2018. Sinon, on a la Minimed 640G qui a un arrêt hypoprédictif. Elle a un capteur qui est couplé à la pompe.
Elle donne une suspension temporaire du débit basal devant la prédiction d'une hypoglycémie sans attendre l'hypoglycémie. Je pense que pour l'étude Pilgrim, on a 80% moins d'hypoglycémie. C'est une pompe qui va être bientôt commercialisée au Maroc, je pense pour 2016. Elle est imperméable à l'eau, elle a un écran couleur et une interface plus simple. Normalement, elle était prévue pour commercialisation en avril 2016. Puis on a la pompe à insuline, technologie BD. Elle permet à l'insuline de s'écouler de deux endroits, le fond, comme l'ensemble des pompes, et les côtés, c'est ce qui est une nouvelle innovation. Elle permet la réduction de à peu près 80% des interruptions de flux et une réduction de à peu près 78% des événements de blocage. Après avoir parlé des insulines et des traitements antidiabétiques oraux, on arrive à la greffe cellulaire et au pancréas bio-artificiel. Pour la greffe des îlots de Langerhans, les nouveautés et les nouvelles voies de recherche actuellement, c'est la transplantation au niveau de nouveaux sites, notamment le muscle, en sous-cutané avec des matériels d'oxygénation adaptés, la macro-encapsulation des îlots de Langerhans, ce qui va permettre une greffe sans immunosuppresseur, et les cellules souches comme source alternative des îlots de Langerhans. Tout ça, c'est des essais qui sont toujours en cours. Pour le pancréas artificiel, qui est le rêve de tout patient diabétique, on a ici un petit schéma récapitulatif qui montre le principe du pancréas artificiel. C'est des îlots qui sont encapsulés, ce qui va permettre une immunoprotection. Ils sont perméables aux nutriments et au glucose et à l'insuline, et ils sont non dégradables. On a ici les 3 formats de capsules qui sont disponibles. Le premier format, c'est la fibre creuse. C'est une fibre qui contient les îlots fermés à ses deux extrémités. L'inconvénient, c'est qu'elle est petite et qu'elle s'installe au niveau sous-cutané. On a après le deuxième format, c'est le format feuillet. C'est un feuillet en alginate. L'avantage, c'est qu'il peut s'installer en intrapéritonéal. Puis on a enfin le troisième format, c'est la chambre de diffusion. C'est une membrane semi-perméable, modulable. Elle a la propriété souhaitable de biocompatibilité, de vascularisation, de diffusion et de protection contre le rejet. Puis on arrive enfin à la thérapie cellulaire et génétique. Les interventions pharmacologiques qui sont en mesure de restaurer la fonction bêta sont des thérapies prometteuses, mais on a beaucoup de recherches qui sont axées sur la thérapie génique. On a la reprogrammation des cellules pancréatiques en cellules bêta. En effet, la transdifférenciation des cellules alpha en cellules bêta, en induisant l'expression de facteurs de transcription, notamment le ARX et le PAX4. Ainsi, les cellules alpha sont modifiées en cellules bêta, ce qui va permettre une sécrétion d'insuline. La contrainte, c'est qu'on n'a pas encore d'études testées chez l'homme et on a la nécessité de développer des approches permettant de les protéger des processus auto-immuns. Puis, on a la différenciation in vitro des cellules sécrétrices d'insuline à partir de moelle osseuse de souris. La moelle osseuse de souris, elle constitue une nouvelle source de cellules souches. La moelle osseuse, elle contient un antigène spécifique embryonnaire, le SSEOA1, qui exprime des marqueurs de cellules souches pluripotentes. Les cellules exprimant le SSEA1 isolées à partir de moelle osseuse de souris, on est en train d'essayer une tentative de les différencier en cellules sécrétrices d'insuline. Puis on arrive au syndrome métabolique et maladie mitochondriale. En effet, la dysfonction mitochondriale induit une accumulation intracellulaire d'acétyl-CoA et diacétylglycérol, ce qui induit une activation de la signalisation de l'insuline par un effet direct sur le transporteur du glucose insulinodépendant, ce qui induit des défauts de phosphorylation oxydative et une insulinorésistance. On a retrouvé ces atteintes mitochondriales au niveau du muscle, au niveau du foie, du pancréas et des vaisseaux sanguins, ce qui va induire de nouvelles voies de recherche, notamment l'hémoglycine. Puis enfin, le vaccin contre le diabète, le traitement miracle, ce qui va permettre de développer un traitement préventif du diabète. Des recherches chez le modèle animal, les traitements préventifs se sont avérés efficaces, mais les études sont toujours en cours. Et pour conclure, on a beaucoup de recherches qui sont actuellement en cours, beaucoup d'espoir. On attend toujours le traitement miracle, mais il ne faut pas oublier que le vrai traitement d'avenir, c'est travailler avec les moyens du bord qu'on a, l'éducation thérapeutique, être axé sur la prévention. Et je vous remercie.